Bonjour, bonjour à tous. Alors, très heureux de vous retrouver, invités de l'Europe des communes à notre nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'Europe et la coopération décentralisée, sous-titré Renforcer l'engagement des collectivités. Ce webinaire s'inscrit donc dans le programme de l'Europe des communes, le service dédié à l'information européenne des élus locaux et des collectivités locales en France. Et il s'inscrit dans un cycle mensuel qui nous amène à traiter différents sujets. Dernièrement, c'était la formation des agents et des élus aux questions européennes. Le mois prochain, nous traiterons du soutien européen aux projets culturels des collectivités territoriales. Je vous invite à consulter le programme et à suivre nos rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter un sujet qui rebondit avec un dossier que nous avons illustré dans notre newsletter dernièrement, qui avait trait à la coopération territoriale, avec particulièrement cet angle dédié à la coopération décentralisée. Alors, on n'est pas dans un vocabulaire habituel pour la Commission européenne. On utilise rarement ce terme de la coopération décentralisée. Néanmoins, si on se réfère à la définition, on est bien dans une logique qui invite à développer des partenariats entre collectivités territoriales en les distinguant des relations bilatérales entre les États. Donc, on peut considérer que dans l'ADN européen, cette logique de coopération territoriale est inscrite, et une vraie culture développée par l'institution à travers ses programmes et ses dispositifs. Et il nous est apparu que la complémentarité entre les dispositifs nationaux, qui sont inscrits aussi dans une histoire, et nous allons en parler, était fortement complémentaire de cette logique européenne. Et c'est cette complémentarité qu'on a voulu souligner aujourd'hui en proposant à la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile du ministère des Affaires étrangères français, en la personne de son délégué, M. Frédéric Chollet, que je salue, et de Myriam Aflalo, qui est en charge des questions européennes au sein de la délégation, qui vont nous présenter justement ce dispositif national, ce en quoi on pourra faire le lien avec cette complémentarité dont je parlais avec les dispositifs européens. En l'illustrant d'un exemple fort, qui est celui d'un programme que j'espère tout le monde connaît, ou en tout cas a entendu parler, qui est aussi inscrit dans l'histoire européenne désormais, qui est le programme Interreg. Et en ça, Christina Bezes-Feldmayer nous présentera de l'ANCT la manière dont ce programme Interreg se développe en France, et il est un exemple extrêmement concret de cette coopération territoriale qui se met en œuvre. Euh, je vous rappelle que vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Nous les réserverons pour la fin de cette session, et nous nous efforcerons d'y répondre, ou au moins d'y répondre dans un deuxième temps si nous n'avions pas le temps de toutes les traiter. Les présentations qui vont être proposées aujourd'hui là vous seront transmises, donc inutile de prendre trop de notes, en tout cas les adresses web qui vous seront données. Et un replay devrait être disponible dès lors que nous aurons terminé cette session. Monsieur le délégué, je vous remercie de votre présence, et je vous laisse le soin de commencer, de nous présenter justement cette délégation dont vous avez la tête, et qui est le dispositif proposé de soutien à la coopération décentralisée. Je vous laisse la parole. Merci, merci, cher Benoît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis donc Frédéric Chollet, le délégué pour les collectivités territoriales et la société civile. C'est une délégation qui est
récemment apparue, puisqu'elle est la fusion de deux ex-délégations qui ont fusionné au début de l'année 2024. L'une qui était dédiée à la société civile et puis la seconde qui était dédiée à la coopération décentralisée et aux relations avec les collectivités territoriales, notamment les collectivités territoriales françaises. Alors, cette délégation, elle continue de fonctionner sur deux piliers et je m'intéresserai dans le cours de cette brève présentation aux piliers qui concernent davantage la coopération décentralisée. Tout d'abord, en introduction, je voudrais dire que nous partageons le constat du pôle territorial concernant la méconnaissance des opportunités de financement européen de la coopération décentralisée et ce sentiment de complexité qui est ressenti par de nombreuses collectivités, et elles nous en font part, et en particulier les collectivités infrarégionales. De notre côté, nous constatons également que même s'il existe un grand nombre de jumelages et de partenariats au niveau européen, en particulier au niveau transfrontalier, il y a peu de financements qui sont sollicités auprès de notre délégation au titre de la coopération décentralisée et qu'elle est vue comme davantage associée à l'idée de solidarité internationale. Et alors, à ce titre, je souhaiterais aujourd'hui profiter de cette présentation pour faire passer un double message. D'une part, que nos appels à projets sont ouverts à la coopération avec les pays de l'Union européenne, comme aux pays du reste du monde, via notamment des appels à projets, et en particulier l'appel à projets généraliste. Et puis que d'autre part, il peut y avoir une synergie entre les financements nationaux d'une part et les financements européens, pas une complémentarité directe, car les délais des programmes européens ne sont pas compatibles avec l'annualité budgétaire de nos appels à projets, mais néanmoins une complémentarité. Nos financements sont généralement plus modestes que les financements européens, mais nous pouvons jouer un rôle de fonds d'amorçage. Et cette articulation entre fonds nationaux et fonds européens peut faire partie de la stratégie de l'action extérieure de chaque collectivité que vous représentez ici. J'étais la semaine dernière en déplacement à Bruxelles, le 5 novembre exactement, pour rencontrer les interlocuteurs des différentes directions générales qui sont concernées par la coopération décentralisée. Tout d'abord, la direction générale qu'on appelle INTPA, dans le langage bruxellois, et qui est dédiée à la coopération avec les pays tiers de l'Union européenne. L'aide européenne est gérée par les délégations de l'Union européenne dans chaque pays. On a donc une géographisation de l'aide. Les collectivités doivent s'adresser directement à ces délégations et donc il n'y a plus d'appel à projet qui est directement géré par Bruxelles, comme cela a existé avec le programme qui s'appelait Partenariat pour les villes durables. Nous souhaitons mieux sensibiliser donc les délégations de l'Union européenne et ouvrir la possibilité de flécher des crédits européens pour la coopération décentralisée dans les programmes des pays tiers. J'ai également rencontré la DG Régio, la Direction générale Régio, qui est dédiée à la coopération interreg, qui sera développée par Christina Feldmeyer de l'ANCT. Il nous a été indiqué que la Commission européenne préparait déjà la période de programmation suivante post-2027 et que nous devions faire remonter les messages que nous souhaitions faire passer dès à présent. Par exemple, pérenniser le volet micro-projet d'Interreg. Donc, l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui est de donner un panorama de notre action ainsi que des personnes et des structures ressources. Nos objectifs sont convergents avec ceux des politiques européennes en matière de coopération et je souhaite insister sur le fait qu'il faut absolument que nous puissions ensemble identifier les articulations qui peuvent exister entre ce que nous faisons et ce qui est, je dirais, fait au niveau européen. Alors, juste sur la présentation
direction de la délégation, donc la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile. Tout d'abord, vous dire que nous cofinançons à peu près 4000, enfin nous avons depuis la création du guichet via les appels à projets, cofinancé à peu près 4000 projets de coopération décentralisée et qui reposent sur plus de 6500 jumelages entre collectivités. Alors, dans ce panorama, les communes représentent à peu près 60%, les structures intercommunales une quinzaine de pourcents, les régions une quinzaine de pourcents et les départements également une quinzaine de pourcents. Alors, nous avons des priorités géographiques, comme vous savez, notamment en Afrique francophone. Ce sont des grands territoires de coopération décentralisée, mais nous avons des coopérations décentralisées que nous cofinançons ou que nous ne cofinançons pas, puisque les collectivités mettent en œuvre des coopérations décentralisées par elles-mêmes. Elles ont un droit d'initiative et je dirais même que certaines coopérations décentralisées sont parfois actives sans que nous en soyons informés. Alors nous essayons de mettre à jour notre niveau d'information, mais c'est pas, nous avons des coopérations décentralisées dont nous n'avons pas connaissance. Alors, nos appels à projets sont de 3 types. Le premier type, c'est le premier type d'appel à projet, c'est l'appel à projet généraliste. Donc, il concerne tous les pays, toutes les thématiques. Or, ceux couverts par ce qu'on appelle les appels à projets clés en main qui sont destinés aux associations de collectivités. Deuxième chose, les appels à projets thématiques. Alors, c'est extrêmement diversifié. Ça peut concerner le sport, souvent connecté d'ailleurs, enfin, ils sont souvent connectés à des grandes échéances internationales. Nous en avons donc lancé un l'année dernière sur sport et développement en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques. Il y en a qui concernent la jeunesse. L'année dernière, il y en avait un sur la francophonie dans la perspective du sommet de Villers-Cotterêts sur la francophonie. Nous en avons lancé sur la sécurité alimentaire, sur le numérique, sur les finances locales, sur le patrimoine. Donc, c'est extrêmement diversifié. Et puis, nous avons des appels à projets qui sont géographiques. C'est souvent ce qu'on appelle des dispositifs conjoints, parfois financés à part égale entre la France et le pays concerné. Et ils ont concerné le Québec, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Liban, les territoires palestiniens, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, c'est extrêmement diversifié. Et c'est par ces appels à projets que nous cofinançons les coopérations décentralisées. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'un dispositif qui est porté par la délégation, qui s'appelle le dispositif EXPECT, CT, les CT représentant la collectivité territoriale, qui peut permettre de valoriser l'expertise de collectivités territoriales françaises, notamment par rapport à l'intégration européenne des pays candidats. Et donc, nous finançons des missions d'élus de collectivités ou des experts territoriaux qui vont se rendre dans une collectivité étrangère pour étudier l'opportunité d'un partenariat. La coopération décentralisée au niveau européen, ce que l'on peut en dire, c'est que les collectivités coopèrent en premier lieu avec les collectivités des États frontaliers, en particulier l'Allemagne, puisqu'il y a une coopération transfrontalière avec l'Allemagne qui est extrêmement active. La coopération transfrontalière occupe une place très importante pour les collectivités également des Hauts-de-France, du Grand Est, de PACA et d'Occitanie, autant de régions qui sont des régions frontalières. Et les traités, par exemple, d'Aix-la-Chapelle ou du Quirinal ont mis en place des comités de coopération transfrontalière avec l'Allemagne et l'Italie. Je voudrais aussi mentionner le cas du Royaume-Uni qui, comme vous le savez, depuis le Brexit, est un peu évidemment sorti de l'Union européenne. Et il y a un souhait
partagée de relancer la coopération décentralisée qui a pâti de ce Brexit. Et nous organiserons les 12 et 13 décembre prochains le Forum des maires et des élus locaux à Leeds, en Grande-Bretagne, sachant que nous avions organisé ce forum l'année dernière à Nancy. La coopération décentralisée est plus active avec certains États membres de l'Union européenne que d'autres. Elle est extrêmement active en Pologne, elle est extrêmement active en Roumanie, elle est un peu moins développée avec d'autres États membres comme Chypre ou Malte. Et donc, je m'efforce de faire passer les messages, notamment à nos ambassadeurs dans ces pays, de relancer ces coopérations décentralisées et d'identifier des collectivités pour mettre en œuvre des projets de partenariat. Il existe des outils, notamment l'outil Urbact pour le développement urbain. Je crois que la NCT est le point de contact national. Citoyens, égalité, droits et valeurs servent, qui ciblent spécifiquement les collectivités territoriales dans leurs appels à projets. Et les collectivités territoriales de tous les États membres peuvent y émarger pour développer les bonnes pratiques et faciliter l'échange et le transfert d'expérience des régions qui ont fait leurs preuves. Alors, la coopération entre États membres peut faciliter l'intervention en direction d'États tiers en crise également. Je peux vous donner par exemple l'exemple de Nancy et de Karlsruhe en Allemagne et de Lublin en Pologne, ces trois collectivités ont établi un partenariat pour intervenir en Ukraine, notamment dans la ville de Vinnytsia, par un partenariat qui a été signé en décembre l'année dernière. Donc voilà quel est le partenariat, quel est le panorama de la coopération décentralisée vue de la fenêtre de la délégation. Je voudrais juste, en termes de partenaires, mentionner différentes structures, notamment les maisons de l'Europe et Centre Europe Direct, et d'autres structures qui peuvent aussi accompagner l'action européenne des collectivités, comme l'AFCCRE notamment, ou Cité Unie-France, CUF, avec les pays tiers. L'AFCCRE, vous connaissez, c'est plus pour les États membres et les pays du voisinage. Cité Unie-France, davantage avec les pays tiers. Certains programmes européens ont des contacts nationaux, l'ANCT pour Interreg et Urbact, l'association Civisme et Démocratie, CIDEM, pour CERD. Et enfin, je voudrais citer le réseau régional multi-acteurs, RRMA, qui peut orienter et accompagner les projets européens selon les régions. En tout cas, c'est un dispositif extrêmement actif et qui est financé par la délégation que je représente aujourd'hui. Et nous avons donc des liens étroits avec toutes ces organisations. Voilà, donc brièvement, quelles sont nos activités. Nous avons une équipe au sein de la délégation qui comprend 25 personnes à peu près, la moitié dédiée à la coopération décentralisée, et autant de collègues actifs et dynamiques et qui sont à votre disposition justement pour promouvoir la coopération décentralisée et vous aider dans vos actions. Merci, Monsieur Chollet. Myriam Aflalo, vous voulez ajouter quelque chose ou... Alors, Myriam est à côté de moi. Donc, on peut répondre. Je ne sais pas quelle est la suite du programme. Il y a des questions par chat, effectivement. Je pourrais répondre à certaines questions. Et puis, Myriam pourra aussi répondre à ma place ou compléter. D'accord. Alors, je vous propose peut-être de rassembler les questions pour la fin et on continue comme ça le déroulé. On aura un temps d'échange qui sera conséquent, mais vous l'avez déjà un peu évoqué à travers la référence à plusieurs dispositifs européens.
on a souhaité illustrer ce propos sur la coopération et la coopération territoriale à travers un exemple qui est emblématique au niveau européen, qui est celui du programme Interreg. Il y a presque 35 ans, hein, je crois, cette année. Donc c'est un programme qui porte déjà une histoire et l'histoire de beaucoup de collectivités qui sont impliquées dans le dispositif. Je vous laisse la parole, Christina, parce que ça va donner du concret et des exemples à ce qu'on vient d'évoquer déjà. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement en 10 minutes vous expliciter ce que sont les programmes Interreg et les projets Interreg. Donc, dans les grandes lignes, pour que vous ayez les clés de fonctionnement et surtout savoir à quelle porte frapper et quels sont les interlocuteurs que vous pouvez mobiliser. Donc les programmes Interreg, comme ça a déjà été évoqué, s'inscrivent dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne. Donc leur objectif est aussi de réduire en fait les disparités économiques, sociales et territoriales entre les régions d'Europe. Et donc l'objectif de ces projets Interreg est d'identifier donc une problématique commune qui transcende finalement des frontières nationales. Et puis des partenaires de part et d'autre de la frontière vont ensuite apporter justement des solutions partagées à cette problématique commune. Voilà, donc je vous illustrerai par la suite avec des exemples un peu plus concrètement ce que cela veut dire. Peut-être pour replacer pourquoi j'interviens voilà, au sein de l'ANCT. L'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, est l'autorité de coordination des fonds de la politique de cohésion et les programmes Interreg en font partie. Mais je vous indiquerai aussi qu'il y a évidemment des collectivités françaises au sein des régions, des départements qui ont le rôle de point de contact de ces programmes Interreg et qui sont vraiment les premiers interlocuteurs pour les porteurs de projets ou les collectivités intéressées pour s'engager dans ce type de projet. Alors, quand on parle d'Interreg, c'est vrai qu'on a tendance à dire le programme Interreg, mais finalement, il y a une multitude de programmes Interreg qui interviennent à différentes échelles, donc à différentes échelles de coopération. Donc, je vais vous montrer aussi à travers les cartes, c'est beaucoup plus parlant. Donc, les programmes Interreg financent finalement des projets et des porteurs de projets qui sont issus, comme je vous disais, d'un pays aux frontières communes, vraiment de part et d'autre. Donc, il y a 7 programmes transfrontaliers, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, qui existent là sur la période 2021-2027. Donc, ça veut dire que les porteurs de projets situés dans ces différentes zones du programme, on va dire les autorités locales de ces zones-là participent en fait à la gouvernance du programme sur 7 ans. Donc, vous pouvez voir que vu la géographie de la France, voilà, nous avons évidemment des programmes transfrontaliers avec nos partenaires belges, nos partenaires allemands, nos partenaires suisses, luxembourgeois aussi sans les oublier, Italie, et puis Espagne. Donc les programmes transfrontaliers, par contre, en revanche, avec le Royaume-Uni pour la période 21-27 n'ont pas été poursuivis, car le Royaume-Uni n'a pas souhaité poursuivre cette coopération dans le cadre d'Interreg. Voilà, ce sont des éléments qui sont à rediscuter ou en tout cas à remettre sur la table, on va dire, pour la prochaine génération des programmes. Mais nous verrons par la suite qu'il est tout à fait possible, comme vous voyez avec le franco-suisse, d'avoir une coopération avec un pays non membre de l'Union européenne dans le cadre des programmes Interreg. Donc ça, c'est l'échelle transfrontalière. Donc vraiment, on a une coopération de proximité sur des enjeux voilà, de ces territoires, à la fois mobilité des travailleurs, reconnaissance des diplômes, travailler sur des trames vertes. Voilà, je vous donnerai quelques exemples par la suite. Ensuite, donc on parle de coopération aussi transnationale. Donc ce sont vraiment là des projets qui sont réalisés à l'échelle de grands espaces, type, comme vous pouvez voir là sur la carte, par exemple ici en vert, l'espace alpin. Donc là, c'est justement des partenaires et puis des autorités des différents pays, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Slovénie, de Suisse, d'Autriche, travaillent donc là ensemble et financent des projets qui vont évidemment préserver donc le massif des Alpes, travailler sur des interconnexions, travailler aussi sur les questions de changement, d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc ça, c'est des programmes à ces échelles
à l'échelle de la coopération transnationale où, là aussi, toujours dans la même problématique, c'est voilà, des espaces qui partagent une problématique commune. Ça peut être voilà, la mer Méditerranée, par exemple, ou la mer du Nord, et qui financent des projets qui peuvent apporter voilà, des réponses à ces espaces-là. Donc pour la programmation la 21-27, la France participe donc à 7 programmes, comme vous pouvez le voir ici sur les différentes cartes. Ensuite, il y a donc l'échelle de coopération. Je vais passer d'abord à l'outre-mer. Donc là, spécifiquement aussi, travailler, enfin, c'est des projets qui vont travailler à renforcer justement l'intégration des régions ultrapériphériques dans leurs bassins régionaux. Et donc là, on peut voir sur la carte, évidemment, ça étend la coopération à d'autres continents et évidemment à d'autres pays non membres de l'Union européenne. Et donc la France participe donc à 4 programmes Interreg, notamment donc dans l'espace Caraïbe, Amazonie, dans le canal du Mozambique sur un programme un peu plus restreint, et puis aussi un programme appelé Océan Indien qui permet là aussi donc du coup des projets financés dans cette géographie que vous voyez là sur la carte. Ensuite, il y a une échelle de coopération appelée interrégionale, mais qui prête un peu à confusion, mais qu'on va peut-être appeler plutôt pan-européenne. Donc là, ce sont vraiment c'est toutes les régions d'Europe en fait qui peuvent coopérer à cette échelle-là. Et donc, on est sur des projets qui permettent surtout la mise en réseau, les échanges d'expériences et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de politiques publiques sur différentes thématiques. Ou encore, on a déjà cité par exemple le programme Urbact qui permet justement l'échange l'échange de bonnes pratiques ou l'échange de travailler sur des plans d'action en fait urbains entre différentes villes européennes de toute taille. Et puis d'ailleurs, il faudrait que j'élargisse, c'est pas seulement européenne, puisque là, les programmes Urbact et Interreg Europe ont intégré aussi récemment en fait des pays de préadhésion, donc les pays des Balkans, et puis aussi d'autres pays comme l'Ukraine et la Moldavie, qui ont récemment aussi intégré le programme et qui peuvent participer donc à ces échanges d'expériences. Voilà, donc on reviendra aussi sur les contacts et sur des exemples de projets aux différentes échelles pour illustrer tout cela. C'est voir au moins les 4 échelles de coopération. Peut-être après comment fonctionnent justement ces programmes. Donc là, je vous explique un peu le programme et puis ensuite l'échelle projet. Donc chaque programme Interreg, donc la France, peut-être que si je ne l'ai pas encore mentionné, hein, participe à 22 programmes au total, aux différentes échelles, à ces 4 échelles de coopération. Donc quand la France participe, ça veut dire qu'elle participe à la gouvernance du programme. Et évidemment, des porteurs de projets situés sur ces territoires français peuvent postuler aux appels à projets et formaliser des projets et des partenariats et des projets de coopération. Donc pour chaque programme Interreg, il y a toujours ce qu'on appelle une autorité de gestion qui met en œuvre le programme. C'est-à-dire qu'elle est vraiment l'autorité de gestion responsable vis-à-vis de la Commission européenne, de la bonne exécution de ce programme pendant 7 ans, voilà, de la bonne gestion des fonds et d'assurer le pilotage administratif et financier. Donc il y a aussi un secrétariat conjoint voilà, qui vient appuyer l'autorité de gestion. Donc ça, ce sont les organes gestionnaires pour le compte de l'ensemble du programme Interreg en question. Et celle-ci peut être localisée en France ou ailleurs, mais voilà, peu importe, je dirais, c'est vraiment là, elle gère pour l'ensemble des États membres, comme vous voyez, qui participent à chacun des programmes. Ensuite, il y a un comité de suivi du programme qui réunit en fait les autorités. Je vais vous remontrer la carte qui, voilà, par exemple, si on prend le programme POCTEFA, qui est un acronyme qui n'est pas très parlant, donc c'est vraiment le programme en fait tout simplement de coopération Espagne, France, Andorre. Voilà, il y aura les autorités en fait départementales et régionales et étatiques, donc SGAR côté français, et leurs équivalents en fait côté espagnol qui participeront donc au comité de suivi du programme et qui décideront de la sélection en fait des différents projets de coopération qui seront par la suite financés. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme on Interreg dans la politique de cohésion, on est évidemment dans une politique de gestion partagée, c'est-à-dire que ce n'est pas la Commission européenne qui sélectionne les projets, mais ce sont bien les autorités territoriales
locales qui décident au sein de ce comité de suivi qui se réunit régulièrement, c'est-à-dire souvent, enfin une fois par an en général, ou 2 fois par an. Voilà, et qui décide donc de la stratégie du programme, voilà, les orientations et de la gestion. Et par contre, ce qui est important à noter, c'est que chaque programme Interreg a un point de contact vraiment français, qui vous permettra en tant que, futur porteur de projet, vous renseigner justement sur l'éligibilité du projet, sur les appels à projets, qui sont lancés ou qui sont à prévoir, et qui informent les bénéficiaires du coup en langue, française. Donc c'est toujours utile puisque certains programmes ne fonctionnent qu'en anglais, et peut guider justement les porteurs de projets. Et là, ces points de contact sont généralement au sein des régions ou des départements français. Voilà, et là, je vous indiquerai, vous avez une ressource, on a mis en place des fiches programmes où vous pourrez avoir rapidement le contact. Voilà. Après, je ne vais pas trop m'éterniser après sur toute la fonction, ce qu'on appelle autorité nationale, simplement savoir qu'il y a toujours une région française en général qui fait la coordination en fait entre toutes les régions françaises au sein du partenariat français. Mais à ce stade, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc ça, c'est un peu comment fonctionne très rapidement le programme ou la vie d'un programme. Et puis, on va passer à l'échelle des projets pour que vous puissiez comprendre quelles sont un peu les principales caractéristiques. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la gouvernance, vous avez vu, on est aussi dans une démarche de coopération, c'est-à-dire qu'on décide ensemble, c'est pas que le versant français ou que le versant espagnol, par exemple, sur ce programme-là. On décide conjointement, et là, pour les projets, là aussi, il s'agit de monter donc un consortium, c'est-à-dire il va y avoir un partenaire qui va prendre le rôle de chef de file et qui va travailler avec différents partenaires de plusieurs États membres, de tout type, collectivités, administrations, associations, ONG, entreprises, et qui va donc travailler donc ensemble pour mener à bien le projet. Donc, c'est-à-dire face à cette problématique commune, quels sont les partenaires compétents qui peuvent apporter justement leur expertise pour trouver une solution, justement développer des solutions communes. Donc voilà, on a cette notion de partenariat, et puis chaque partenaire va devoir aussi donc évidemment travailler à l'élaboration de ce projet en amont. Ensuite, y dédier des financements spécifiques, apporter aussi des ressources humaines, et puis par la suite, ce qui est très important, c'est que ce projet, qu'il soit à l'échelle transfrontalière, devrait être mis en œuvre de manière transfrontalière. C'est-à-dire que chacun ne fait pas ses actions de son côté, mais elles seront réfléchies et mises en œuvre conjointement, de même à l'échelle transnationale, pan-européenne ou échelle outre-mer. Voilà. Et après, pour les principales caractéristiques, vraiment dans les très grandes lignes, comme je vous le disais, généralement les programmes fonctionnent par appel à projet. C'est très rare, mais il y en a certains qui fonctionnent en continu au fil de l'eau. Mais en général, on répond à un appel à projet. Donc, évidemment, se renseigner quand est-ce que celui-ci est diffusé. La politique de cohésion donc, fonctionne beaucoup par cofinancement, c'est-à-dire qu'il y a un taux de cofinancement. L'Union européenne ne finance jamais à 100% le projet. Et voilà, donc il y a une partie chaque partenaire doit apporter aussi une partie soit sur fonds propres ou avec d'autres cofinanceurs. Et on est aussi sur du remboursement de dépenses, même si certains programmes commencent à mettre en place des avances. On est par contre sur le projet commence ses actions, dépense, puis ensuite reçoit un remboursement de ces dépenses. Donc peut-être pour terminer rapidement, quelques exemples de projets. Donc, vous voyez à l'échelle transfrontalière un exemple de projet entre la France et l'Allemagne. Donc, il y a les villes de Strasbourg et de Kiel qui ont mis. Donc, il se trouve qu'il y a des aciéries donc à Kiel qui dégagent de la chaleur. Côté strasbourgeois, on réfléchit à élargir les pistes d'approvisionnement justement en énergie. Et donc, du coup, il y a un raccordement qui a été fait entre ces aciéries et le chauffage urbain de certains quartiers de Strasbourg, et qui ont permis du coup d'alimenter plusieurs quartiers strasbourgeois. Donc, c'est un projet voilà, sur le programme Rhin supérieur, par exemple, donc avec un financement de à peu près 2 millions d'euros de la part donc, du programme Interreg. Sur la partie transnationale, donc par exemple là, il y a plusieurs villes méditerranéennes qui sont confrontées à comment repenser le tourisme lors de grosses vagues de chaleur. Donc on a par exemple là 5 villes pilotes, donc en France, au Portugal, en Italie, Monténégro et puis en Croatie, qui se sont mises en commun pour développer, tester des solutions justement pour améliorer
confort des visiteurs et développer des nouveaux circuits touristiques, justement dans ces cadres de grosse chaleur, par exemple. Donc ça, c'est dans le cadre du programme Euromed qui a été développé. Ensuite, par exemple, sur la coopération donc outre-mer sur le programme Interreg Caraïbes, le conseil départemental de la Guadeloupe donc, a apporté un projet Carrefour, donc là pour développer toutes des routes touristiques aussi auprès des, pour relier les différents forts en fait de la Caraïbe. Voilà, tout un travail de collecte de données patrimoniales culturelles pour ensuite développer des nouveaux outils touristiques en différentes langues, justement par rapport aux langues aussi utilisées dans ce bassin-là. Je crois qu'il y a aussi des partenaires de cet endroit qui participent là au webinaire aujourd'hui, donc ils pourront s'y compléter. Et pour vous donner un exemple, par exemple, de la coopération donc pan-européenne, donc là sur le programme Urbact, comme ça avait été mentionné, donc l'ANCT est autorité de gestion de ce programme. Et donc nous avons aussi un point de contact français aussi, si cela vous intéresse, du coup qui peut aussi répondre à vos questions. Donc là, c'était une ville, Montsartou, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a développé toute une stratégie d'approvisionnement en circuit court pour alimenter toutes ses cantines scolaires. Et donc cette ville-là a pu transférer en fait cette bonne pratique à d'autres villes, donc en Italie, en Belgique, au Portugal, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, pour qu'elles aussi, elles puissent développer voilà, leur distribution des repas scolaires en circuit court, en bio, pour voilà. Et donc l'objectif, c'était de décortiquer un peu la pratique de Montsartou pour ensuite voir comment elle peut être transférable à ces autres villes dans d'autres régions européennes. Voilà, dans les grandes lignes, parce que comme le temps file et que Benoît, vous allez continuer, voilà un petit panorama des programmes Interreg. Donc là, vous pourrez retrouver aussi les projets financés que nous mettons sur le site L'Europe s'engage en France, les fiches programmes que nous avons donc élaborées pour chaque programme Interreg. Vous allez pouvoir retrouver les informations des points de contact, les thématiques, des exemples de projets. Et voilà, je reste à disposition. Donc voilà, avec je reste à votre disposition pour toute question. Merci pour votre attention. Merci Christina. Non, c'était pas trop long. C'est très bien d'illustrer par l'exemple parce que ça donne à voir les différentes formes de coopération qu'on entend à travers l'appel lancé sur ces dispositifs. Le fait est qu'on voit bien hein, le cadre assez large d'Interreg et quelqu'un souligné dans le chat, Interreg n'est pas un programme, mais une multitude de programmes, de dispositifs qui s'imbriquent et couvrent des champs à la fois en termes de territoire et de porteurs qui sont extrêmement variables. On pourra y revenir dans le cadre des questions qui se posent. Je voulais simplement continuer sur les dispositifs là proprement européens, dans le sens où Interreg est emblématique, je le disais, de cette coopération dite territoriale, et que au-delà de ce programme, beaucoup d'autres dispositifs européens permettent ces coopérations et des formes de coopération qui sont la plus souvent thématiques, puisque vous savez peut-être, l'Union européenne propose une multitude de programmes dits thématiques ou sectoriels qui euh, sont ouverts aux collectivités locales parmi d'autres acteurs et qui peuvent permettre ce type de coopération. Ce qu'on appelle globalement la gestion directe, pour la différencier de tous les dispositifs dont on a un peu parlé, évoqués avec la NCT, qui relèvent de la politique régionale, de cette politique de cohésion qui se décline dans des territoires et qui est déléguée en termes de gestion à des autorités régionales. Les programmes sectoriels sont, eux, le plus souvent assurés en gestion directe sur le budget de l'Union européenne et se répartissent en deux grands objectifs, je dirais, de grandes familles qui les qualifient. Ils financent d'une part soit des projets innovants
qui ont une logique et qui sont des projets de démonstration exemplaires qui peuvent servir de modèle et être reproductibles, et d'autre part des actions dites de coopération, où là, le projet est construit sur une logique de partenariat entre acteurs de différents pays de l'Union européenne. Euh, le, le, le fait est on pourrait en citer beaucoup, mais je vais peut-être me limiter à trois références. Et en premier lieu, le programme Erasmus, dont on ne se dit pas a priori qu'il est orienté sur cette logique de coopération, mais c'est vrai que au-delà des partenariats universitaires que tout le monde connaît, le programme Erasmus permet de financer des échanges, des partages d'expériences entre pairs, et notamment entre collectivités locales, que ce soit entre élus, des échanges, des rencontres sont possibles, ou comme elles peuvent l'être entre agents, pour échanger sur des problématiques communes, des expériences, des pratiques qui sont mises en œuvre pour répondre à des préoccupations communes par chacune des collectivités partenaires. Et ce programme est un instrument important. On l'a détaillé dans de précédentes éditions de webinaires que je vous invite à aller consulter si ce dispositif peut vous intéresser. C'est vrai aussi pour le programme, et Frédéric Chollet l'a mentionné tout à l'heure, le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs, le programme CERV par son acronyme, qui développe, et c'est clair dans son titre, des actions à vocation citoyenne et qui impliquent très souvent des collectivités locales dans des initiatives qui visent à mobiliser les habitants autour de problématiques liées à l'Europe, ou de questionnements et de débats qui sont liés à la construction européenne ou qui sont transversaux sur le territoire européen. Dans le cadre de ce dispositif, je ne mentionnerai que ça. Il existe une ligne d'action qui s'intitule réseau de ville, et une autre d'ailleurs qui peut financer des actions dans le cadre de jumelage. Et on n'en a pas parlé, mais le jumelage était sans doute à l'origine une des premières manières de mettre en œuvre des coopérations au niveau territorial entre les habitants à travers des échanges interculturels. Aujourd'hui, les programmes en matière de jumelage comme de réseau de ville couvrent des dimensions qui peuvent être beaucoup plus politiques, qui impliquent des enjeux qui sont propres à la gestion des affaires publiques que mettent en œuvre les collectivités locales sur leur territoire. C'est vrai aussi dans le domaine culturel, je faisais référence à un webinaire qu'on organise le mois prochain sur le soutien européen aux projets culturels, et nous le ferons avec le Relais Culture Europe, qui est l'agence qui gère le programme Europe Créative, et qui lui aussi est fondé sur des logiques de partenariat entre acteurs de différents pays de l'Union qui construisent ensemble un projet à dimension européenne, en tout cas qui trace une plus-value européenne à leurs actions culturelles. Chacun de ces programmes dispose d'une agence. On nous posait la question des contacts des dispositifs que nous citions. Vous les avez dans les slides qui sont présentés ici. Et je vous invite à prendre contact avec ces agences qui assurent un relais en matière d'information, mais accompagnent également les porteurs de projets, et en tout cas répondent aux questions sur la nature exacte des dispositifs qui sont accessibles. Alors, ce n'est pas véritablement dans l'objet de ce qu'on est amené à traiter aujourd'hui, puisqu'on parle de coopération européenne entre acteurs de différents pays de l'Union européenne, mais on ne peut pas mettre complètement de côté, même si on y reviendra à d'autres occasions, euh, les, euh, les soutiens européens, comme les soutiens
nationaux à la coopération vers des pays tiers en dehors de la sphère européenne. Et je voulais simplement rappeler, mais vous aurez les contacts dans les slides qui vont vous être communiqués par la suite, le fait que depuis 2021, la panoplie de dispositifs et de fonds qui pouvaient exister en soutien à la politique de coopération internationale, pardon, et la politique dite de voisinage, l'ensemble de ces dispositifs ont été regroupés en un instrument qui est l'instrument de voisinage, de coopération et de développement de la coopération internationale de l'Union européenne, qui simplifie largement toute cette panoplie de possibilités offertes en soutien à des actions de coopération. Frédéric Chollet le disait tout à l'heure et soulignait tout à l'heure le rôle crucial, central que revêtent les délégations de l'Union européenne dans les pays tiers, hein, qui sont des pays partenaires, et notamment pour tout ce qui concerne les accords bilatéraux et tous les financements qui sont offerts dans le cadre de ces accords bilatéraux. Mais il existe également des programmes dits thématiques sur sur des champs extrêmement variés qui ne se limitent pas en fait à la promotion de la démocratie, mais qui couvrent des problématiques aussi centrales en Europe que dans le monde, notamment, je dirais que ça, la lutte contre le changement climatique. Et l'ensemble de ces dispositifs peuvent permettre d'inscrire des projets de collectivité, des projets de coopération entre collectivités dans leur cadre. Vous trouverez ben, dans cette présentation les liens vers la base de données des appels qui peuvent être lancés et qui permettent de financer ce type de projet, la manière de s'inscrire dans ces procédures pour les collectivités qui peuvent être intéressées. Voilà, je ne serai pas plus long dans dans la présentation du cadre général parce qu'on pourrait citer autant d'exemples que de thématiques si on commence à énumérer les dispositifs européens. Je crois que l'important, c'est de rester ouvert à à cette opportunité complémentaire, comme le disait Frédéric Chollet, pas forcément sur un projet, mais dans une stratégie locale de coopération, cette complémentarité entre les dispositifs. Et pour ça, bien sûr, il est important de se faire accompagner, de s'informer au bon guichet. On vous rappelle dans la présentation suivante peut-être les grands partenaires de l'Europe des communes traditionnelles qui assurent cette information des acteurs et particulièrement pour ce qui nous concerne aujourd'hui des collectivités territoriales et des élus. En premier lieu, le réseau Europe Direct, et Frédéric Chollet l'a aussi mentionné, mais c'est important de le rappeler, 49 centres en France qui accueillent le public, oriente et informe sur les dispositifs. C'est souvent le premier contact qui permet de bien s'orienter et c'est déterminant dans le processus. Euh, et d'autres partenaires, toute l'Europe par exemple, qui recontextualisent les politiques européennes, qui les rend accessibles et qui permet d'inscrire un projet dans des logiques qui sont celles des des grandes priorités de l'Europe. J'ai parlé des outils mis en place par l'Europe des communes et je vous invite en ça à aller consulter soit des webinaires qu'on a pu organiser sur des thématiques que nous avons citées, soit de suivre le programme de ce qui viendra. Et pour ceux qui ne sont pas du tout familiers aux dispositifs européens, je vous inviterai à suivre peut-être un de nos webinaires d'introduction aux affaires européennes. Le prochain sera programmé en janvier. Ils sont conçus pour permettre à des élus ou des agents qui entrent, qui veulent s'acculturer dans une première étape du fonctionnement européen et de ces dispositifs pour mieux les comprendre et taper aux bonnes portes. Alors peut-être certains d'entre vous seront à Paris la semaine prochaine, mais nous y serons aussi
dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales, qui proposeront une place de l'Europe qui va décliner toute une série de présentations sous forme d'ateliers dont certains ont trait en fait à notre propos d'aujourd'hui. On parlera d'Urbact, hein, Christina, dans ce cadre-là. On parlera du travail en réseau, de cette nécessité ou de cet intérêt que peuvent avoir les collectivités locales à coopérer, à réfléchir ensemble sur des projets et des enjeux communs. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous passez par Paris à l'occasion du Salon des maires la semaine prochaine. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Tanguy qui a suivi les questions du chat. Tanguy de l'équipe du pôle territorial de la représentation de la Commission européenne en France. Et qui va peut-être nous donner de premières questions qui vont nous permettre de revenir peut-être dans un premier temps sur la présentation de Frédéric Chollet s'il y Oui, a, je suis là. Bonjour, oui, merci Benoît. Il y a eu quelques questions, quelques commentaires qui ont trouvé notamment réponse dans les présentations et dans les commentaires, mais j'en retiens deux qui peut-être pourront permettre de revenir sur la présentation de la DCT-CIV, avec notamment comment se passe concrètement la procédure pour cet appel de la DCT-CIV. Et parmi les contacts, peut-être une deuxième question qui sera adressée de la même manière. On en a mentionné plusieurs sont présents dans les diapos, mais on nous demandait des précisions aussi sur ce qu'étaient les RRMA, donc les réseaux régionaux multi-acteurs. Merci. Alors là, c'est Frédéric Chollet ou Myriam Aflalo qui va pouvoir nous répondre. Tu peux parler. Est-ce que oui, vous pouvez m'entendre. Tout à fait. Alors, sur la procédure DCT-CIV, alors lorsque nous lançons en général des appels à projets en début d'année, les collectivités territoriales ont en général 5 mois pour répondre à ces appels à projets. Donc, si on lance l'appel à projet en janvier, on se réunit en général, la deadline est courant mai. Ensuite, il y a un comité de sélection des projets qui se réunit courant mai, début juin, et qui sélectionne les projets les plus pertinents. Myriam, qui est à côté de moi, Myriam Aflalo, vous fera passer les précisions et elle enverra le lien qui vous permet d'avoir accès à toutes ces informations sur les appels à projet et la procédure qui est rattachée. En ce qui concerne les RRMA, donc ce sont les réseaux régionaux multi-acteurs. Donc, ce sont des réseaux avec lesquels nous sommes en lien étroit. Ils comprennent en général des représentants des collectivités territoriales, de la société civile. Il y a également des représentants institutionnels locaux. Et donc, ils servent aussi d'opérateurs pour certaines régions. Je pense notamment, par exemple, à l'opérateur GESCODE qui travaille pour la région Grand Est. Et donc, ils ont, je dirais, des niveaux de structuration qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Certains agissent vraiment comme opérateurs dédiés de région et d'autres sont plus récents et sont plutôt des réseaux qui permettent d'animer régionalement les différents acteurs qui peuvent être concernés par le développement et la solidarité internationale quand elle passe par la coopération décentralisée. Donc ces RRMA, en fait, il y en a un par région et donc ils orientent et ils accompagnent les projets de coopération décentralisée dans chaque région.
Tanguy, on avait d'autres questions. J'en ai vu une sur la ruralité. Alors, on ne pouvait pas tout mentionner, mais c'est vrai que un intervenant un participant faisait référence au dispositif LEADER qui permet justement dans des zones rurales de financer des projets, y compris des projets en matière de coopération. Mais les appels de la DCTIV sont bien ouverts aussi aux collectivités rurales, hein, je ne crois pas me tromper, et notamment sur des projets qui peuvent être modestes en termes de volume financier, vous me le confirmez? Je ne vous entends pas? Oui. À qui s'adresse la question, pardon? À vous deux, sur l'accessibilité des dispositifs nationaux à des petites collectivités dans le monde rural, par exemple? Euh, oui, oui, bah, de toute façon, ces appels à projets, nous avons, enfin, ils ont vocation à recueillir des candidatures qui peuvent venir de collectivités importantes, comme des régions ou des grandes villes, mais nous finançons ou nous cofinançons pardon, des projets de coopération de petites communes ou même de villages. Donc là-dessus, il n'y a pas de, comment dire, on regarde l'intérêt du projet et non pas son montant ou, je dirais, la taille de la collectivité concernée. Donc, nous avons des petites communes, des très petites communes même, qui ont des coopérations extrêmement actives et efficaces et qui sont financées via nos appels à projets. Donc, Ouais. communes rurales également, bienvenue. Ouais, ouais. Non, mais c'est important de le rappeler parce on a souvent des communes rurales et la question a été posée de la complexité parce que évidemment quand on énumère l'ensemble des dispositifs, on renvoie un message de complexité et la question de leur orientation est très importante et un participant posait cette question. C'était bien la référence que je faisais tout à l'heure au réseau Europe Direct qui est pour nous la réponse, c'est-à-dire c'est bien ce premier contact de proximité qui peut vous permettre pour déblayer un peu le terrain et vous orienter sur le bon dispositif, sachant que toutes les collectivités peuvent trouver une place et qu'il n'y a pas de restriction ou oui, de restriction sur notamment la taille des communes. Non, absolument pas, absolument pas. Nous finançons ou nous cofinançons les projets s'ils sont bons, quelle que soit la taille de la collectivité. Alors, on va pas durer très longtemps parce on a dépassé l'heure on est juste à l'heure qu'on s'était alloué puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Tanguy, à moins qu'on ait d'autres questions qui aient été importantes à mentionner ici. Je rappelle que les questions qui ne seraient pas traitées aujourd'hui dans le propos feront l'objet d'une question-réponse par écrit qui sera mise en ligne avec le replay de cette session d'aujourd'hui. Tanguy, on a d'autres sujets à Alors, traiter? on avait quelques autres questions et donc certaines devront trouver réponse dans la FAQ. Mais les derniers propos évoquaient justement l'une des questions qui indiquait que c'est compliqué pour les petites communes et donc quel doit être le premier point de contact à avoir pour ne pas se noyer. Celle-ci a trouvé réponse. Peut-être une autre question qui était très très courte. On nous a demandé si la MRF est membre du comité de suivi. C'était pendant la présentation sur Interreg, donc je déduis que c'était une question vis-à-vis de ces programmes. Très rapidement, donc non, la MEF n'est pas membre du comité de suivi. Dans les comités de suivi, ce sont vraiment les régions et les départements à l'échelle transfrontalière avec les préfectures de région, côté français. Donc voilà, il n'y a pas la MAF. Et ensuite, au niveau transnational, on est plutôt des représentants donc, de régions et de préfectures qui participent au comité de suivi de ces programmes. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. On n'est jamais complet quand on se lance dans cet exercice, mais
J'espère simplement qu'on a déjà donné des clés, des pistes, et qu'avec les adresses que vous allez pouvoir récupérer les uns et les autres, vous pourrez aller plus loin. Et nous restons disponibles, bien évidemment, pour assurer le suivi, répondre aux questions que vous pourriez être amené à vous poser si vous décidiez de vous engager plus loin dans ces processus et ces dispositifs. Je remerciais très, très chaleureusement Frédéric Chollet pour la préparation, Myriam Aflalo et bien sûr Christina Feldmeyer pour la NCT. Frédéric Chollet, je vous laisse peut-être le mot de la conclusion si Oui, non, juste pour vous dire qu'il y a juste quelques échéances importantes qui vont jalonner la fin de l'année 2024 et 2025. Il y aura aussi d'autres grandes échéances. Mais juste vous mentionnez pour 2024, les 2 et 3 décembre à Paris, le Borders Forum. Qui est une échéance évidemment à laquelle nous participerons. Et puis le Forum des maires et des élus locaux France-Royaume-Uni les 12 et 13 décembre 2024 à Leeds et Bradford. Donc ça, c'est deux événements pour 2024. Je ne vais pas citer, il y a le congrès des maires aussi, 19 et 20 novembre à Paris. Et il y aura d'autres échéances en 2025 pour les collectivités qui seront particulièrement importantes. Voilà, merci beaucoup. Oui, ce sont des informations que nous nous efforçons de rappeler dans notre newsletter sous forme de brève, et je crois que les rendez-vous que vous avez cités sont mentionnés. Alors j'invite tout le monde à suivre nos outils pour se tenir informé des suites. Et je vous remercie énormément de votre attention, de votre participation. Merci à tous. À bientôt.